Bonjour à tous. On est très content d'être là pour la première fois en tant que speaker et on va vous présenter du coup notre retour d'expérience sur le Change Data Capture. Yes, et alors pour commencer, vous l'avez compris, si vous avez lu l'abstract, il y a plein de trigrammes qui se cachent dans notre prez. Donc on vous invite à scanner ce QR code. On a un petit jeu, on va faire gagner les 3 réponses exactes les plus rapides. Donc il est 47. Répondez pas à la fin de la prez, on va prendre dans les 5 prochaines minutes les bonnes réponses. On vous laisse 30 secondes. Ouais. Donc on a quand même besoin de votre identité pour être sûr que c'est vous qui avez bien gagné. Et c'est à peu près tout. Et ensuite, on va pouvoir enchaîner. Est-ce que tout le monde a eu le temps de jouer? Scanner. C'est les petits lots sympas. Bon, on a changé un peu, on n'a pas pris que des Lego, il y a aussi des petits jeux de société, histoire de diversifier. Ça permet aussi aux gens de rentrer. Ok. Donc nous, on est là pour vous parler de notre PLM, Product Lifecycle Management. Donc en fait, c'est un projet legacy auquel on a hérité il y a 3 ans maintenant avec Quentin. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, voilà le C2 de notre C4 modèle. Attends. T'es sûr que tu veux montrer ça aux gens là? Parce que, Ouais, moi perso, je vois rien. Mais je sais pas pour vous. Vous voyez quelque chose là? C'est sympa? Non? Bon, ok. T'as pas un autre truc? Bon, on va pas être violent avec vous. On essaie de simplifier un peu la big picture. Donc, pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel on a travaillé, nous, on intervient chez ADO et donc on consomme un produit en SaaS qui nous permet de faire du référencement produit. Okay, on est vraiment en début de chaîne sur le référencement produit chez ADO. Je ne sais pas si on voit mon curseur ici. Donc en haut à gauche, vous avez vraiment le produit déployé, c'est vraiment l'UI que les utilisateurs exploitent. Il y a une grosse base de données incompréhensible portée par l'éditeur assez générique. Okay. Cet éditeur nous met un module qu'il a appelé HSE, High Speed Exporter, qui est en fait un module RabbitMQ, qui va nous permettre, nous, côté ADO, donc ADO, il faut savoir que c'est un écosystème essentiellement Kafka, de pouvoir récupérer la donnée qui sera déversée dans ce module-là, d'accord ? Donc en fait, nous, notre produit, c'est un ACL, un Anti-Corruption Layer, qui va consommer toute cette donnée qui est dans le topic qu'on a appelé Input Data Topic. Ensuite, on a plein de composants qui vont d'une part consommer toute la donnée brute envoyée par l'éditeur, qu'on ne comprend toujours pas aujourd'hui. Donc on va avoir les composants en rose qui vont consommer la donnée en temps réel pour écrire cette donnée dans une base de données qu'on a réadaptée côté ADO pour persister cette data-là dans l'écosystème ADO, d'accord, avec des schémas plus ou moins similaires. Encore une fois, on a hérité de tout ce bazar. Et puis on fournit quand même aussi une API REST pour faire du point à point, parce que c'est un produit qui fait du référencement produit, donc il y a beaucoup de systèmes chez ADO qui ont besoin de cette donnée-là pour travailler. Et puis ces composants, ils exposent des événements métiers pour les gens qui font de l'événementiel chez ADO, et donc on a vraiment deux sources de données. Alors pour vous rendre compte un petit peu, on a voulu vous mettre quelques chiffres. Donc quand on est arrivé, on a observé un petit peu ce qui était poussé par l'éditeur et on s'est vite rendu compte qu'il y avait pas moins de 10 millions de messages par semaine qui étaient poussés dans le fameux Topic Input Data. Donc ça dépend dans quelle structure vous travaillez. Nous, ça nous faisait quand même beaucoup de messages à traiter. Donc fallait que les composants qu'on monitorait, etc., soient performants pour délivrer de la donnée de qualité. Il y avait donc 17 composants qui étaient déployés. Cet ACL-là, il est assez important parce qu'il permet de diffuser de la donnée à une dizaine de produits digitaux à ADO qui se servent du coup de la donnée pour après faire diverses choses. Voilà. Donc il fallait que la donnée soit de qualité. 28 tables dans la base de données. Ça peut paraître peu. Ce qu'il y a, c'est que nous, quand on est arrivé, en fait,
Comme l'a dit Ludo, le schéma de la base de données n'était pas dingue. Il y avait parfois plus d'une centaine de colonnes dans une table avec des noms qu'on ne comprenait pas forcément. Et donc c'était compliqué pour nous de rentrer dedans. Pareil, 15 000 lignes de code, ça peut paraître peu, c'est une petite code base. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que c'était du JS Vanilla sans test. Donc c'est un petit peu comme si vous sautiez en parachute sans parachute quand vous faites une MEP. Il faut faire très attention à ce qu'on fait pour rien casser. Et en plus, ce qu'on a observé, c'est que dans l'IHM de l'éditeur, quand on va modifier un champ, et ben parfois ça envoie plus de 100 messages d'un coup à traiter. C'est des messages unitaires, en fait, ça va venir mettre à jour certaines entités dans la base de données. Et donc orchestrer tous ces messages-là, faire en sorte qu'ils arrivent dans le bon sens pour maintenir une cohérence de la donnée, c'était compliqué aussi. Donc tout ça a fait que on s'est posé pour réfléchir un peu à l'architecture. On est arrivé dans un contexte un peu compliqué aussi, c'est-à-dire que ça faisait quelques années maintenant que la donnée qui était poussée par notre ACL était de faible qualité et il y avait des interruptions de production qui étaient assez régulières. Donc les consommateurs étaient un peu mécontents, entre guillemets. Très mécontents. Très mécontents de notre produit. Donc voilà, il fallait qu'on redresse un peu la barre pour redonner confiance à nos consommateurs. Un truc important aussi à noter, c'est que on avait des désynchronisations de données assez fréquentes. Et donc du coup, pour réparer ça, on avait des procédures de run, des procédures d'initialisation de la base de données. Et donc, en fait, ça consistait à arrêter la prod pendant plusieurs heures et venir query toutes les données de l'éditeur et les remettre dans notre base de données pour avoir une base de données propre. Et donc ça, vous comprenez bien que avoir la prod qui est arrêtée plusieurs heures toutes les semaines, ça provoque aussi de l'irritant, et pour nous comme pour les consommateurs d'ailleurs. Des composants compliqués à maintenir, que ce soit d'un point de vue architecture globale, c'est une architecture microservice, donc comme j'ai dit, on a 17 services qui étaient déployés. Donc d'un point de vue global, c'était compliqué de voir comment étaient orchestrés les différents services. Et même au sein d'un composant, en fait, c'était assez mal fait. On ne savait pas trop ce que le composant était censé faire, s'il était censé créer de la donnée, pousser de la donnée, faire les deux. Voilà, c'était très compliqué de rentrer dedans. Et le dernier truc qu'on voulait vous dire, c'est qu'on avait une base de données oversized, c'est-à-dire qu'en fait, on avait un plan assez important par rapport à ce qu'on faisait avec l'ACL, et on s'est rendu compte que c'était en palliatif il y avait pas mal de messages qui étaient poussés en fait la nuit par l'éditeur pour des synchronisations, etc. Et en fait, ça faisait des gros pics de consommation de messages et une pression assez importante sur la base de données. Et donc, les équipes avant nous, pour répondre à ce truc-là, ils ont fait on va juste upgrade le plan de la base de données et comme ça ira. On pourra traiter les messages en temps et en heure, entre guillemets. Ce qui n'est pas forcément la solution. La solution, c'est plutôt de comprendre pourquoi on a cette pression qui est exercée sur la base de données et plutôt essayer de la réparer. Donc on ne s'est pas présenté. On ne s'est pas présenté, effectivement. Donc moi, c'est Quentin Burg, je suis full stack développeur chez Zadsit et donc en mission chez ADO. Et moi, c'est Ludovic, donc je suis architecte solution chez Zadsit également. On est une ESN qui va fêter ses 3 ans bientôt. On recrute aussi si vous cherchez des nouveaux challenges, pour info. Mais ce n'est pas le sujet ici. Et en fait, on ne voulait pas vous faire une presse sur notre architecture legacy, c'était pas le sujet. Donc ce qu'on a fait avec Quentin, c'est qu'on a recréé un peu une appli simplifiée qui reproduit à l'identique ce qu'on rencontrait nous sur la prod de cette ACL. Pour faire office de front, donc le front de notre client, en fait ce qu'on a développé, c'est un petit Blue Sky de Pokémon. Okay. Donc on a un front-end qui permet de faire des petits tweets de Pokémon. Et dès que quelqu'un poste un message sur la plateforme, ça arrive dans le topic violet, d'accord, qu'on voit ici. Et on a 2 composants derrière. On en a un qui va consommer en temps réel ces messages et les inscrire dans une base Postgre avec une seule table, très simple, un identifiant, le contenu du tweet, l'auteur du tweet. On a aussi une colonne de timestamp, on verra ça tout à l'heure, mais voilà, très très simple. On a un autre composant qui va lui aussi consommer en temps réel la donnée qui transite sur le front et la servir via du WebSocket au front pour que l'intégralité des utilisateurs qui sont sur la plateforme voient les tweets des copains. Okay.
Donc ça, c'est plutôt très simple. Il faut savoir qu'on a joué ce talk-là à Cloud Nord l'année dernière en local. C'est Quentin qui faisait tourner ça et notre proxy n'a pas tenu la charge. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé toute notre infra, Kafka, Connect, et tout ce socle-là sur une nouvelle offre de Clever qui s'appelle CKE, Clever Kubernetes Engine. Je vous invite à la tester, c'est assez cool. Donc c'est du kube managé, mais un peu plus simplifié pour les devs. Ça marche plutôt très bien, même si vous n'y connaissez pas grand-chose en Kubernetes, c'est facile de rentrer dedans. Et ils ont un stand en plus sur le salon, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont très cool. Donc, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de revivre avec notre PLS. D'accord. Donc, vous pouvez scanner ce QR code. Vous allez tomber sur une petite app très sympa. Vous pouvez choisir un Pokémon, ou faire vos tweets vous-même. Et normalement, on espère que ça va marcher, on croise les doigts. Vous êtes capable de pouvoir tweeter et voir des messages arriver sur la plateforme. Tu arrives à switcher? Ouais. Tu vois. Par contre, Quentin, on a un problème. Alors attends, j'arrive. Ouais. T'avais fixé, non, ce truc-là, non? C'est bien. On a beaucoup d'utilisateurs, en tout cas. Ouais, ça c'est sûr. pas mal. Mais ouais, il y a des erreurs système là. Ok. Écoute, de toute façon, je pense qu'on va devoir tout réécrire. Cannot find post with ID. Ok, d'accord. Donc là, il y a de la donnée qui n'arrive pas là. Ouais. En tout cas, ça tient. T'as vu? Ça tient la charge, et ça, c'est cool. CKE, c'est de la bombe. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je propose de réécrire. En vrai, vaut mieux réécrire que essayer de débugger le truc, on ira plus vite, non? Qu'est-ce que t'en penses? Attends, on ne peut pas systématiquement tout réécrire. Je pense qu'on prend un peu de recul. Si tu veux, je pense que j'ai une idée de ce qui se passe. Je peux essayer de t'expliquer. J'ai une solution qui va nous empêcher de perdre 2-3 mois à tout refacto. Ok. Je t'explique ça et on voit si ça te va. Ok. Tu montes sur le schéma? Allez. Vas-y. Avant de vous présenter mon alternative, ça c'est un architecte britannique en bâtiment qui a fait cette citation. Si vous pensez que l'architecture de qualité coûte cher, c'est la mauvaise architecture ou pas d'architecture du tout. Nous, c'était un projet qui avait été lancé comme ça, un développeur, pas d'architecte, pas de lead, et donc en fait c'est du code qui avait été produit, ça faisait le taf. Mais au bout de 2-3 ans, on voit que le système prend de la complexité, et on en arrive à des écueils comme celui-là. Je voulais juste mettre cette citation parce que je l'aime bien. Donc, c'est quoi le problème? Vas-y, explique-moi. Aujourd'hui, on a des composants qui consomment la donnée et qui écrivent en base, et un autre composant qui consomme la donnée et qui répond sur le front. Ouais. Moi, je pense que le composant n'a pas le temps d'écrire, parce que c'est beaucoup plus long l'écriture sur une base de données. Du coup, le composant qui lit essaie de récupérer la donnée qu'il a reçue dans le topic. Il ne la trouve pas, il remonte qu'il ne la trouve pas à l'utilisateur. Tu vois? Ah oui, comme ça se fait en même temps, en fait, la donnée n'est pas présente dans la base. Tout vient du query service, d'après moi. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est juste essayer de casser ce lien-là. Ouais. Okay. Alors, si on casse ce lien-là, il faut le remplacer par quelque chose. Ouais, mais en fait, je peux te présenter un truc qui s'appelle le CDC. Je ne connais pas du tout. Et en très peu de temps, on peut pivoter. Ouais, parce qu'on est attendu quand même. Ouais, ok. Donc, le CDC, ça consiste à quoi? C'est un pattern d'architecture qui est au plus près de la base de données, qui consiste à monitorer et à capturer les changements qui sont opérés sur l'étape d'une base de données. Okay. Cette définition-là, c'est une définition de Debezium, c'est l'outil que je te propose d'utiliser pour répondre à notre problématique. Tu vas expliquer comment ça marche? Bien sûr, je vais tout expliquer. Je t'ai même fait des readme. T'es un chef. On va commencer par Debezium. Donc, Debezium fournit un serveur, c'est une stack Java, tu peux déployer sur un runtime n'importe où. Okay. Ce serveur-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il a besoin de Postgre pour travailler. Il va s'abonner à ce qu'on appelle des write-ahead logs, d'accord? Les WAL. J'en ai entendu parler ce matin. Exact, si vous étiez à la conf Postgre, on en a parlé. Donc ça, c'est des fichiers de journaux techniques, c'est les logs techniques de la base, mais tout ce qui se passe sur la base de données arrive là-dedans, et donc lui, il est capable de capturer ce qui se passe sur la base de données. Si tu n'as pas envie de déployer un serveur, il faut savoir que Debezium fournit une engine intégrable dans du Spring Boot. Ils ont leur starter, donc vous pouvez aussi intégrer du CDC dans des applications existantes si vous avez un besoin un peu plus petit que le nôtre. Nous, écosystème Kafka, naturellement, on s'est dit, on va faire du Kafka Connect, puisque Debezium fournit aussi des connecteurs Kafka Connect. D'accord? Et je te vois venir. Je te présente ce que c'est Kafka Connect. Bah oui, parce que moi, j'y connais rien. Donc
Une fois qu'on a ça, en fait, c'est facile. Debezium, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va capturer les changements et les publier dans un topic Kafka. Parfait. Ah, Une fois que tu as cette donnée technique, tu mets n'importe quoi derrière. A priori, n'importe qui est capable de monitorer, d'observer tout ce qui se passe. attends, ça me fait penser à un truc. On a aussi des projets qui font de l'open search. Et du coup, là, je vois indexation tool. Ça veut dire qu'avec ce truc-là, on peut pousser de la donnée dans un topic et l'indexer directement dans un open search. Tu pourrais. C'est beau. C'est beau. Ça, c'est la partie Debezium. D'accord. Okay. Ensuite, il faut que je t'explique comment ça marche Kafka Connect. Donc, Kafka Connect, c'est un peu l'ETL de Kafka. C'est un petit truc sur l'étagère que tu prends, c'est un runtime. L'objectif de ça, c'est de pouvoir faire de la transformation de données, de l'extraction, de la transformation et du chargement. Okay. C'est autonome, ça gère des connecteurs. Donc, le principe, c'est que tu vas déployer des confs JSON et Connect va s'occuper d'instancier des consumers ou des producteurs à la volée. Ce qu'on appelle des sourceurs ou des syncers. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Kafka, un sourceur, c'est un composant qui va lire de la donnée dans une base de données, OpenSearch, Postgre, etc., et qui va venir la sourcer dans des topics. D'accord. Et le syncer, c'est l'inverse. On peut capter de la donnée dans un topic et la pousser dans un système de base de données. Okay. La donnée, elle est souvent brute. On a besoin de la manipuler. Donc, Connect propose aussi des transformateurs et des converteurs pour pouvoir justement filtrer la donnée, changer les noms des champs en fonction des use cases. Okay. Donc, comment ça va se passer? On a déjà la base qui est déployée chez nous. Tu vois, il y a la partie core qui va s'occuper de toute la mécanique interne de Connect. Connect fournit une API REST pour pouvoir déployer des connecteurs. Okay. Ah, c'est plutôt cool ça. Et pour pouvoir déployer des connecteurs, il faut d'abord charger un plugin. Debezium fournit son plugin. Donc, en fait, tu mets ça dans le runtime. Connect sait qu'il peut utiliser du Debezium. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui injecter un connecteur. Ok. Comment on fait ça? Je te montre ça après. Wow. À partir du moment où tu viens injecter le connecteur, en fait, Connect va lancer des tasks. Donc, ça va être un runtime de sourceur, d'accord. Il va commencer à s'abonner au wall Postgre et il va capter les changements. Il va te les diffuser dans le topic auquel tu auras, en fonction du nom que tu auras configuré. Ok. Tu me parlais d'OpenSearch tout à l'heure. Ouais. Tu as des syncers aussi OpenSearch. Donc, si tu déploies un plugin OpenSearch, ça va démarrer des tâches. Et donc, il va pouvoir prendre la donnée dans un topic et te la pousser dans des index OpenSearch si besoin. Ok. Très pratique. Là, comme ça paraît super simple. Ah, mais c'est assez simple. Donc, tu as plein de connecteurs qui existent. À toi de les configurer en fonction de ton besoin. Ok. C'est quoi ça? Ça, c'est la conf. Ah ouais. C'est un peu compliqué à lire. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Vous voyez bien? Non, ils dorment. Bon, on savait. Hein. Je te l'ai décomposé en 3 parties principales. Ça, c'est une partie qu'on retrouve dans l'intégralité des connecteurs, généralement, enfin des sourceurs. On a besoin de se connecter à une base, donc il faut forcément passer les URL, les creds, etc. Nous, on fait les choses bien, on sécurise la data pour accéder à notre base de données. Donc là, on utilise une capacité de Connect qui va lire ça dans des fichiers encryptés. Ok, donc là, Debezium sait se connecter à la base. Okay. Ensuite, on a une partie où il va falloir lui dire comment gérer ses topics internes, donc facteur de réplication, combien de partitions gérer. Il faut savoir que Debezium, il pousse des flux JSON nativement, et donc nous, on fait du Kafka. On a besoin de dire à Kafka comment il doit traiter la donnée qui transite. Donc là, on utilise des JSON converteurs, il faut lui préciser. On ne fait pas d'Avro, on a cette chance en Debezium. Ça ne sert à rien de s'embêter avec du Avro pour ce genre de flux purement technique. Ça va? Jusque-là, ça va. Le dernier bloc, c'est ce qui concerne purement le fonctionnement de Debezium. Debezium, pour fonctionner, il a besoin déjà de savoir quelle table tu veux monitorer. Ouais. Par défaut, il monitore toutes les tables d'une base de données. On peut lui mettre des listes d'inclusion de tables, d'exclusion de tables. C'est pareil, tu peux aussi inclure ou exclure des colonnes. Ça permet de pouvoir réduire ta data. Ok, ça c'est cool. Il a besoin de ce qu'on appelle un heartbeat topic pour voir que la base est vivante et signifier à tout le monde qu'il est en train de travailler. Et la dernière ligne, snapshot mode, en fait, Debezium peut faire du monitoring depuis la création de votre base, depuis le moment où vous allez déployer le runtime. Il y a plein de modes différents. Nous, on veut juste commencer à faire du CDC à partir du moment où on va déployer en prod. Tu vois. Donc le Never est plutôt adapté, mais sachez que vous pouvez repousser tout le monitoring. On l'a vu ce matin pour les gens qui ont participé à la conf avec le Tmin Tmax. Là, il est capable de s'y retrouver pour repousser tout l'historique d'un topic. Ça peut prendre un peu de temps au passage.
Et la dernière partie, celle-là, elle est un peu tricky. Il faut savoir que Debezium, quand vous voulez monitorer une base de données, il va créer un topic par table de votre base de données. D'accord ? Quentin vous l'a dit, on en a 28. Ça voudrait dire gérer, manager 28 topics Kafka dans plein d'environnements différents. Ça peut vite devenir embêtant à maintenir. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à Debezium, tu vas monitorer X tables, mais le contenu de toutes ces tables, tu vas nous les mettre dans un seul topic, qu'on va appeler Change Data Capture Topic. Et ça, on le fait grâce à un transformer connect qu'on appelle reroute. D'accord ? Donc vous voyez, il y a le topic replacement, là, ça va être le topic de destination. Et en fait, ce qu'on dit à Debezium, c'est en fait, le nom des tables, tu vas me les pousser dans la clé du message que tu vas me publier. Ce qui va nous permettre quand même de pouvoir faire du routing en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Mais au final, toute notre donnée va être déversée à un seul endroit. Ça va être plus simple pour le run et pour maintenir notre écosystème Kafka. Tout ça, c'est un peu, les patterns sont un peu tricky, mais dans la doc, c'est plutôt bien expliqué. Donc, on lui demande d'extraire le nom de la table et de la pousser dans la clé du message Kafka dans un champ qui s'appelle table. Voilà, pour vous résumer. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur notre legacy. Là, pour la petite démo, vous verrez, on n'a pas utilisé ça parce qu'on n'a qu'une seule table, donc forcément... Ça va ? Okay. Tu m'as suivi ? Je t'ai suivi. Vous avez suivi, vous ? Ouais. On va essayer de résumer. Enfin, je vais essayer de résumer. Tu me dis si j'ai compris. Donc, tu me disais, le problème, c'est que, en gros, il y a une sorte de concurrence entre les deux services et le database query service, là, il essaye de query une donnée en fait, qui n'est pas encore insérée. C'est ça ? Oui. OK. Et donc, du coup, pour pallier à ça, tu nous as présenté le Kafka Connect avec Debezium. Donc, c'est un truc qui va aller lire les journaux de log sur la base de données, donc on appelle les walls. Et donc, ce truc-là va consommer ces journaux et va pousser les données, toutes les données qui sont insérées, updatées ou même supprimées de la base de données dans un topic Kafka, donc qui s'appelle public post topic. Et donc après, en fait, notre database query service, là, il n'a plus qu'à s'abonner à ce nouveau topic et aller récupérer la data dans la base de données. Et en fait, ça va nous assurer que la donnée est à jour, puisque la donnée qu'on va aller query dans la base de données, elle est poussée dans le topic après qu'elle ait été mise à jour. Donc, tout à fait. Donc on va récupérer la bonne donnée. Et donc après, classiquement, on va repousser la donnée sur le front et normalement, on aura gagné. C'est à peu près ça ? Ouais, ça me paraît bien. OK. Ce que je te propose, c'est qu'on va essayer de refactorer la petite démo et puis on voit ce que ça donne. Toi, de jouer champion, vas-y. Allez. De ce que je me souviens, tu avais parlé un truc sur la base de données, Herbit ou je sais pas quoi là. Ouais, tu as un README, normalement, si tu peux... Ok, alors je vais aller voir ça. Tu peux regarder le README. Ok, alors... Voilà, le premier truc à faire, du coup, okay. Ça va être de créer ta table de Heartbeat sur Postgre. Ok, il y a un truc là, show wall level. Ouais, le wall level, c'est un mode... donc, pour que Debezium fonctionne, il faut qu'il soit posé en logical. Okay. Normalement, dans notre infra, c'est déjà le cas, mais c'est un prérequis en fait, pour que la donnée transite de la bonne manière. Donc ça, c'est effectivement, bon, déjà. C'est le cas. Et donc, il faut juste que tu crées cette table-là. Donc, tu as juste un champ, juste un compteur qui va être incrémenté par Debezium pour dire « OK, je travaille avec la base de données, je suis live, etc. » Si tu crées ça, normalement, alors, il faudrait du port forward. Ouais, c'est bon. Okay. C'est bon. Nice. C'est bon, c'est bon. OK, là, si je rafraîchis, on voit bien la table ici avec la... Tu peux zoomer un peu? Tu arrives à zoomer? On n'est pas tout seul. Ah bon? Je croyais qu'on était tout seul. Ça marche pas? Non. Bon, c'est pas très important cette table-là. OK. OK, donc ça c'est bon. Donc pour la table c'est bon. Après, il y avait la conf à pousser sur les connecteurs ouais, là. C'est ça. Okay. Donc soit tu fais du curl, tu le pousses à un JSON. Ouais. Mais il existe des plateformes et des outils aujourd'hui plutôt visuels qui vous permettent d'orchestrer et de monitorer du Kafka. Nous, ce qu'on a fait dans notre stack, c'est qu'on utilise Conductor. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent. Alors Conductor, c'est une plateforme payante, mais ils fournissent quand même une grosse stack open source qui vous permet d'avoir accès à ce dashboard web. Donc l'équivalent open source, c'est Kafka HQ. Et donc grâce à ça, tu peux par exemple voir que les topics qui sont créés sur notre plateforme. Donc là, on voit
Il y a Donc, on a- le topic post-création. Alors, 1912 posts ont été faits. Ils se sont fait plaisir. Donc, on voit que la donnée, elle est bien arrivée, mais on avait des petits problèmes de restit. Et donc, tu as un volet Kafka Connect OK. qui permet d'opérer Kafka Connect. Donc là, Ok. Il y a pas de Conductor a détecté la REST API, donc il sait qu'il y a un connect de dispo. Et donc, quand toi, tu vas cliquer là sur les petits boutons, ça va faire appel aux API de Connect, Ah ouais. en gros, sous le capot. C'est quand même mieux vu qu'on n'est pas tout seul. Ouais. OK, Ok. PostgreConnector. Donc là, tu peux créer le sourceur. On a vu juste avant que le plugin était déjà chargé, donc il te l'a proposé. Moi, je t'ai filé quand même le JSON complet là, pour aller plus vite. OK, dans le README. Ouais. OK. Il y a un mode visuel, mais à force de faire du connect, on travaille essentiellement avec des fichiers plats comme ça. Et donc là, il n'y a pas de reroute. Comme je vous le disais, on écoute toute la table, on ne fait pas d'include ou exclude list. C'est plutôt simple, mais normalement, si on pousse ça, on fait du JSON converter sur la partie value des topics. Quand on va déployer la conf, si tout se passe bien, Connect devrait nous instancier une tâche de runtime qui va nous permettre justement de s'abonner au wall de notre base Postgre. Alors, Et donc, si tout se passe bien, on devrait voir passer des choses. tout va bien se passer, non? Ouais. Ah, Là, voilà. ça tourne. OK. Donc là, si j'ai bien compris, ça veut dire que si je fais une modif dans la base de données, ça va remonter dans un Tout à topic. fait. OK. Bon, on va essayer, non? Ça, c'est un truc qu'on ne soupçonne pas. Qui parmi vous a déjà fait joué des procédures de run directement sur votre prod Postgre via des requêtes SQL? OK. Je pensais que j'aurais toutes les mains levées. Mais... Ouais, mais je pense qu'ils osent pas. En fait. Eh ben avec le CDC, même ces actions-là, elles remontent dans les flux, et donc on est aussi capable de monitorer l'action humaine sur les bases de données, ce qui peut être vraiment très sympa pour plein de use cases et dans plein de cas. Donc là, j'ai le topic PokéSky public.post qui vient d'apparaître là. OK, super. Donc là, ça marche le monitoring. Par contre, tu n'as pas le before. En fait, tu n'arrives pas à capter comment était la donnée avant. Tu n'as que le after, tu n'as que la nouvelle donnée. Je pense que tu as mal lu ma doc. Alors, il y a des petits malins en plus qui cliquent sur les boutons. Donc, voilà. Donc si tu reprends la doc, il faut que tu actives la réplication full sur ta table pour justement... J'ai vu le petit encart, là, la petite note, Ouais, mais je les lis jamais les notes de toute façon. Donc, ça va permettre au wall d'être un peu plus exhaustif et à Debezium de pouvoir te gérer l'avant-après. OK. Donc si tu actives ça et que tu réessaies de modifier un record, la petite typo, hop. public.post. Ouais. Voilà. Okay. Donc là. Bon, le contenu. On s'en fout. Ok, voilà, c'est passé. Et donc, est-ce que c'est mieux? Je rafraîchis. Ouais, avec commit click. Le comité. Ouais. Il est là. Je l'ai vu. Il y en a qui trollent. Ouais, tu peux faire. Donc, on pourrait faire un filtre. Tant pis, c'est vous qui avez utilisé l'appli, on ne vous a pas demandé de le faire jusqu'à maintenant. Ouais. Tu pourrais faire un filtre sur un before non nul. On peut faire aussi du coup des filtres avec cette plateforme-là, mais on aurait dû voir normalement le message avant, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ouais. De toute façon, ils seront obligés de nous croire. Vous êtes obligé de nous croire, nous sommes sur scène. OK, donc là, on a validé que notre stack Kafka Connect Debezium, ça fonctionne. Yes. Donc maintenant, je pense qu'il ne reste plus qu'à refactorer le code. Eh ben, refactor, vas-y. Allez. Normalement, tu ne devrais pas avoir grand-chose à changer du coup, à part switcher de topic. C'est ça. Donc là, on a, comme on est des gens prévenants, on a fait un petit feature flag avec le mode, donc soit en DCD, soit en CDC. Et donc du coup, ce que j'ai juste à faire, c'est regarder si le mode c'est CDC. Alors là, Copilot, merci, mais c'est pas ça. Si le mode c'est DCD, du coup, j'écoute le topic, notre ancien topic, le post-création. Et la post-délétion, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ton copilote, il hallucine. Ouais, c'est pokesky.public.post de mémoire. Ce qui va changer aussi, c'est que toi, maintenant, ta donnée, elle est dans un nœud before et after, tu sais. Donc, il faut juste que tu changes ça. OK, donc ça, c'est ici. Donc, si le... Au mieux le after, idéalement. Au moins, tu as de la donnée fraîche.
Ça te paraît bien ça? Si le mode c'est décédé, alors du coup je vais rechercher dans le champ ID directement dans le message, sinon je vais rechercher dans la donnée after, puisque en fait la donnée c'est celle qu'on veut, qui a été updatée qu'on veut. Ok, j'ai rien d'autre à faire là? Action.after.id, c'est ça? Ouais. Ok. Donc ça me paraît bien, on va voir si ça marche. Donc c'est tout? Oui. Ok. Je pense que c'est bon. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Tac. Ici. Donc là, il faut nous laisser juste le temps de redéployer sur l'infra Clever. Donc ici, normalement, voilà, on voit les pods de CKE qui va redémarrer tranquillement. Voilà, okay. Normalement c'est bon. Ici, si je reviens sur la démo, on rafraîchit pour se reconnecter. Donc. Et là, il y a des carapuces et des Pikachu qui arrivent. En tout cas, je vois plus de rouge. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal en vrai. Ils se font encore plaisir, donc je pense qu'on a résolu le problème. Parce que... Ça a marché, tu vois, on n'avait pas besoin de tout réécrire. Ouais, mais c'est plus fun des fois de tout réécrire, non? Non, c'est vrai, c'est mieux. Ok, bah, c'est cool ça. Bah, je suis très content, Quentin. Bah, moi aussi, et j'aurais appris des choses en plus. Très bien. Ok. Donc si on résume, et si on transpose ça à ce qu'on a fait nous sur notre legacy, vous l'avez compris, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé les liens de consommation en direct de toutes nos briques roses là, qui intervenaient avec la base de données. Okay, c'est ça vraiment qui posait problème dans notre quotidien. Adresser 10 millions de messages, très compliqué de trouver les causes des soucis. Ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on a déployé un composant qui allait juste s'occuper de faire du comment sur la base, donc d'écrire la donnée en provenance de l'éditeur. Okay. On a déployé notre service de Change Data Capture qui, lui, allait lire les walls et observer le changement sur cette base de données. Mettre à dispo le topic avec la clé du nom des tables dans la clé des messages. Et tous nos composants existants, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont consommé ce nouveau topic avec du routing, chaque composant filtré sur la table qui l'intéressait dans la clé. Ça, c'est ce qu'on a fait. Ce qui nous a permis, du coup... Yes, on a remis quelques chiffres, du coup, sur ce qu'on a constaté. Premier truc, assez direct, c'est qu'on a pu downsizer, du coup, la base de données, parce qu'il y avait beaucoup moins de pression, en fait, sur notre base de données, puisque, en fait, il y avait moins de messages qui étaient traités. Vous vous rappelez tout à l'heure, on traitait à peu près 10 millions de messages, donc c'est-à-dire que tous les services avaient 10 millions de messages en entrée, et après, ils filtraient suivant la clé, etc., ce qu'ils voulaient traiter. Là, en fait, on a rajouté une couche, et dans le topic Change Data Capture, là, on a observé qu'on avait à peu près 200 000 messages. Donc vous voyez qu'on a diminué de combien 5 000 %? Non, c'est un facteur 50. Facteur 50. Ouais. Donc plutôt pas mal. C'est déjà pas mal. Donc ça a permis de diminuer la pression sur la base de données, sur les services, et donc d'augmenter la performance et la fiabilité des données. On n'écoute pas toutes les tables de la database, donc c'est pareil, ça permet aussi de diminuer la pression sur la base de données. Le point aussi assez direct, c'est qu'on n'a plus de désynchro de données depuis un an maintenant, au moment où on a déployé le CDC sur notre service. Et donc ça, c'est plutôt cool, c'est une victoire. Du coup, les consommateurs, les produits qui consomment nos données ont gagné confiance en la donnée qu'on pousse, etc. Et donc ça, c'est plutôt cool. Et on a refactoré en 15 jours à peu près, ça je passe un peu vite, effectivement. Donc ça ne nous a pas pris non plus autant de temps que ça de pivoter sur un projet qui avait quand même un assez gros passif avec des consommateurs. Parce que finalement, ce qu'on a dû faire sur les services, c'est exactement ce qu'on a fait sur la démo. C'est-à-dire qu'on a écouté un autre topic pour consommer les messages, et après, on a juste changé les mappeurs qui servaient de transcrire la donnée brute en données métiers. Et donc, après, c'était gagné. Donc là, on a mis des trucs qui nous ont permis de...
Mettre en place le CDC, ça nous a permis aussi de faire un sacré coup de nettoyage. Donc on a simplifié la code base, on en a profité pour écrire en TypeScript, réécrire des tests, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. On a simplifié l'architecture. Donc que ce soit au sein d'un composant, on a retravaillé l'architecture, mais aussi d'un point de vue global. Parce que ce que vous aviez vu, le C4 modèle du début, vous voyez qu'il y avait des flèches dans tous les sens, etc. C'était assez illisible. Le CDC, ce que ça nous a permis, c'est d'avoir une architecture qui est assez linéaire, c'est-à-dire qu'en haut, on va avoir les messages d'entrée de l'éditeur, on va avoir une couche de services qui vont s'occuper d'aller mettre à jour la base de données avec ces messages-là. On a notre couche CDC, du coup, qui va écouter la base de données et qui va pousser les messages qui ont été, les données qui ont été modifiées dans la base. Et ensuite, on a nos services qui s'occupent de consommer ces messages-là et d'aller les traiter et pousser de la donnée à nos consommateurs externes. En fait, on voit bien que là, on a une couche, on a des couches en fait dans notre architecture et c'est beaucoup plus lisible. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on en a profité pour remettre du métier dans le naming des tables, etc. Enfin, on a fait un bon coup de nettoyage. On a un meilleur découplage entre les composants, c'est-à-dire qu'avant, les composants, ils faisaient un peu tout et n'importe quoi. Là, en fait, quand on veut instancier un nouveau service, et on en a instancié depuis quelques-uns, ce qu'on a juste à faire, c'est aller se plugger sur le topic du CDC, consommer les messages, et ça n'a aucun impact ailleurs dans l'architecture. C'est très facile, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Les traitements d'init qu'on jouait quasiment toutes les semaines, on les garde sous le coude au cas où il y a le feu, mais pour l'instant, on n'en a pas eu besoin. Pas mal de poussière dessus. Voilà, il y a pas mal de poussière dessus, exactement. Et on vous le disait tout à l'heure, le monitoring maintenant, il est by design. Le use case de l'action humaine sur la base, ça nous a aussi, on l'envisageait pas, mais ça nous a sauvé la vie. On s'est rendu compte en fait que notre RA, il intervenait régulièrement sur la prod, et donc c'était aussi une des causes et des synchros, mais on l'avait pas vraiment dans le viseur. Et donc maintenant, il peut intervenir s'il veut, mais on capte quand même les changements, on est capable de publier de la donnée assez fraîche. C'est ça. Ce qu'on a voulu faire, c'est quand même vous montrer, on parlait de base de données tout à l'heure, donc quand le graphe vert là, au milieu, correspond au 1er juin, c'est au moment où on a déployé le Change Data Capture, donc on voit bien que les courbes, elles ont diminué de moitié. Les 2-3 pics qu'on voit, c'est quand on a dû charger du CDC sur les premières itérations là. Et côté mémoire, on voit aussi qu'on a divisé par 2 la conso mémoire, ce qui nous a permis de downsizer la base. Donc on fait des économies GreenOps, FinOps, tout ce que vous voulez. Ça, c'était vachement cool. Oui, très cool. Et on va conclure, je crois qu'il reste 2 minutes. Yes, donc ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, il y a un an, Ludo m'a proposé d'essayer cette approche. Je ne connaissais pas et vraiment j'ai été surpris par la facilité de la mise en place de ce truc-là. Les briques sont généralement assez faciles à installer, etc. La config, faut juste lire la doc, mais il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est assez simple de faire un truc de prime abord. Et donc voilà, on l'a adopté et je vous encourage. Si vous avez la même problématique que nous, je vous encourage à regarder de ce côté-là. Le truc important, c'est ne pas oublier de configurer la base de données. Je crois que l'été dernier, on avait eu un petit souci lors de la mise en place du CDC sur notre pré-prod. En fait, on a nos services qui sont idle le week-end, mais pas notre base de données. Et donc, du coup, si vous avez écouté la presse de ce matin de Benjamin, la base de données va écrire dans les walls, ça va augmenter la taille du disque, et au bout d'un moment, ça va remplir... Ça crée de l'alerting et on nous appelle, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va regarder. On reçoit un petit mail sympa le dimanche midi, comme quoi que la base de données est en read-only parce qu'il n'y a plus de place sur le disque. Donc en fait, on a découvert que c'était justement parce que les walls n'étaient pas consommés au fur et à mesure et que du coup, ça stockait les trucs. Donc voilà. Alors, on redémarre le service et tout redevient à la normale. Et il n'y a pas d'overhead sur la conso des ressources de la base, donc ça c'est bien aussi. Exactement. Donc le message c'est voilà, bien configurer la base de données et puis aussi tester en pré-prod. Ok. Juste pour conclure, si vous faites du MongoDB, il y a l'équivalent, ça s'appelle Chain Streams. C'est supporté par Mongo de base. Et donc on va quand même conclure, parce qu'on nous demande de conclure, sur le petit jeu. Donc, sur les trigrammes, on avait CDC. DCD, PLM, ACL, what the fuck,
HSE, API, IRL, CKE, PLS, ETL, WAL, CPU, BDD, ce qui fait 14. Et donc, est-ce qu'il y avait la bonne des réponse gens qui ont eu la bonne réponse? 0 bonne réponse? 0 bonne réponse. Bon, on va regarder ça. OK. Oh. On va regarder ça juste après. Ouais, on vous remercie. S'il y a des gens qui ont mis 14, 13 ou 15, on vous invite à venir et on va regarder ça. Yes. Le seul effet démo, c'est sur ce formulaire. C'est clair. Merci à tous. Merci On a juste le questionnaire de feedback. On prend tous les retours.